Dadou, Virgile Arouansé. Bienvenue à tous, vous êtes au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique du Soleil FM et vous avez raison. Heureux de vous retrouver donc une fois encore, Virgile Arouansé, mon complice des dimanches matin et moi-même pour une nouvelle édition de ce programme. Vigile, bonjour. Bonjour Wilfred Hervé Adon, bonjour à tous. Alors Vigile, ils sont très nombreux, certains ont parlé d'effectifs records et il y en a de tous les formats, des grosses cylindrées au poids à plume, je ne sais à quelle catégorie appartient celui que nous recevons ce matin, il nous le dira sans doute au cours de ce 109e numéro de notre émission Syriaque. Zachary Goudali, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Alors, monsieur Goudali, vous êtes juriste de formation, expert des questions maritimes, opérateur économique. On vous présentait jusque-là comme un ancien opposant au régime militaro-marxiste de Mathieu Kérékou, mais vous êtes également le président du mouvement du 6 mai. Mais depuis le 12 janvier dernier, vous avez un nouveau statut, candidat à l'élection présidentielle. En tout cas, merci d'être venu nous parler de vous et de votre projet pour le Bénin. Alors, à l'instar de la dernière édition de ce programme, les auditeurs qui souhaitent poser une question à notre invité pourront nous l'adresser par le groupe WhatsApp de l'émission que vous connaissez, c'est le 64 44 04 24. Alors, Zachary Goudali, vous faites partie des 34 candidats encore en liste pour la prochaine présidentielle. Parmi vous, d'aucuns se positionnent comme candidat de l'Alliance républicaine pour la continuité, d'autres se réclament du camp de la rupture, certains d'autres ne disent rien. Comment se définit le candidat Zachary Goudali dans cette forêt d'ambition et de candidature? Eh bien, messieurs les journalistes, je vous dis bonjour. Je dis bonjour également à tous nos auditeurs et qui voudraient bien sûr me suivre sur cette émission. Et répondant à la question à moi posée par rapport, n'est-ce pas, à ce que nous mettons justement dans notre ambition, je m'en vais simplement vous dire que nous apparaissons comme le vrai candidat de la rupture. Parce qu'on ne saurait faire la rupture sans faire le procès de ce qui est fait jusque-là. Et je crois bien et bien que nous sommes ceux-là même qui sommes à même de faire le procès de tout ce qui ne va pas et tout ce qui nous a amené jusqu'à que dans ce décor aujourd'hui. Et comme vous devez le constater, la démocratie aujourd'hui n'est plus ce que nous avions pensé. Nous avons cru devoir mettre dans notre démocratie lorsque, dans les années fortes de la Révolution, nous sommes levés comme un seul homme pour dire nous barrons la voie au totalitarisme. C'est bien malheureux. Alors, à tout le droit de rester les bras croisés face à une telle situation, nous disons non. C'est là, justement, notre décision. Non, donc enfin, le paysage est assez clair maintenant. Il y a ceux qui parlent d'alliance pour la continuité, il y a certains qui parlent de rupture. Vous êtes dans la rupture, clairement. Clairement, et bien installé dedans. Vous êtes dans la rupture, dites-vous, mais il y a une coalition de candidats aussi, dites de la rupture, mais vous n'en faites pas partie. Exactement, parce que nous ne nous retrouvons pas justement dans ces coalitions dont vous parlez, et parce que nous avons des visées claires. Oui, allez-y. Nous avons des visées claires. Et là, vous devez constater que notre ambition est partie du constat que nous avons fait de la gestion de notre démocratie et que nous comparons à ce que nous y avions mis lorsque nous étions en train, comme je vous l'ai dit tantôt, de nous rebeller, de mener cette lutte-là. Et nous sommes ceux-là qui avions lutté pour que la démocratie soit chose réelle dans notre pays. Eh bien, lorsque vous nous comparez à cette forêt justement de coalition, vous apercevez clairement que nous n'avons pas retrouvé des gens appartenant à notre époque, à notre génération de lutteurs. Nous n'en avons pas tellement retrouvé. Parce qu'il y en a certes qui appartiennent à notre génération, mais qui ne faisaient pas partie de cet ensemble de combattants que nous constituions à l'époque. Eh bien,
on ne saurait vraiment confier la gestion d'une démocratie à ceux qui n'en ont pas l'étoffe. Décidément, se perd dans la rupture, puisque Lionel Zinsou, lui aussi, est présenté comme candidat de la rupture. Ce n'est pas votre rupture non plus? Je vous dis clairement, ce n'est pas notre rupture. Nous, notre rupture prend sa source dans le quotidien du Béninois, dans le vécu du Béninois. Eh bien, vous convenez avec nous qu'on ne saurait mélanger des choses qui ne peuvent pas être mélangées. Oui, justement, vous parlez de constats déjà. Quels sont les constats sur la foi desquels vous décidez, vous, d'être candidat à l'élection présidentielle? Quelles sont les choses qui vous ont gêné, que vous pensez être en mesure de corriger? Puisque je crois que c'est comme ça qu'on devient candidat. C'est là, justement. Bon, alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est la façon dont notre démocratie est en train de gérer aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Pas du tout. Mais nous sommes dit, il faut gérer notre démocratie telle que nous l'avions rêvé, telle que nous l'avions vécu de 90 à 91, lors de la transition. Et quand vous faites bien le bilan, vous vous apercevez aisément que depuis l'avènement de notre démocratie jusqu'à ce jour, nous l'avions vécu correctement que pendant une seule année, 90-91. Et après ça, full stop, tout le reste là, ça a été vraiment des balades. Entre la fin et la démocratie, quel est le mal qui ronge le plus le Bénin aujourd'hui? Le mal qui ronge le plus le Bénin aujourd'hui, je dirais les mots. Parce que quand on dit le mal, on saurait vraiment se situer. Parce on peut désigner un. Non, ça, comme vous devez le constater, la corruption atteint des proportions jamais égalées. La corruption atteint des proportions jamais égalées et se retrouve à tous les niveaux. C'est à croire que... De la corruption, nous allons parler dans cette émission, c'est sûr. Zakari Goudali, dans l'une de vos interventions, dans l'une de vos interviews que j'ai écoutées en préparant cette émission, vous présentez votre candidature comme la réponse à l'appel de la patrie et de vos citoyens. Cette semaine, vous avez sans doute suivi quelqu'un qui a fait de doctes démonstrations sur la différence entre la foule et le peuple. Entre la foule et le peuple, justement, par qui êtes-vous appelé à être candidat? Nous sommes candidats du peuple et non de la foule. Ça, c'est clair. Enfin, le peuple, il y a beaucoup de personnes qui parlent au nom du peuple. De quel peuple parlez-vous, Zakari de Goudali? Vous parlez de quel peuple? Je crois bien que à l'entame, vous devez constater déjà que nous avions pris notre ambition est partie d'un constat qui concerne la vie de tout le peuple. Ce que de quoi nous souffrons aujourd'hui, nous l'avons dit, nous souffrons aujourd'hui de la mauvaise gestion simplement de notre démocratie. La démocratie étant un kit composé de tout, et que lorsque vous soustrayez quelque chose de ce kit-là, ça sert d'être démocratie. Eh bien, nous disons que nous voulons simplement voir la démocratie restaurée. Et cette démocratie-là, c'est de ça qu'a besoin le peuple. Le peuple a besoin de la restauration de sa démocratie qu'on lui a volée, qu'on a jetée à la poubelle, presque. Et bien, nous sommes là pour reprendre cette démocratie, la sortir de cette poubelle, la dépoussiérer, la laver proprement et la remettre sur les rails. C'est ce qui constitue notre ambition pour le peuple. La démocratie au Bénin a commencé à plonger depuis quand? Je vous l'ai dit, la démocratie au Bénin a commencé par souffrir petit à petit, n'est-ce pas, du comportement, de la mauvaise gestion des hommes, à partir seulement juste du lendemain de la transition 91. Ah bon? Et les preuves sont là. Les preuves sont là. Sur la base de quoi vous faites une telle affirmation? D'abord, je m'en vais vous dire que beaucoup de choses avaient été dites, avaient été pensées autrement à la conférence nationale, comme quoi ces choses-là, ces comportements devraient être conjugués au passé. Mais ces comportements ont tout fait de revenir encore, de refaire surface. Et quand nous prenons simplement d'abord les franchises universitaires qui ont tout fait d'être violées dès la prise du pouvoir du président, du premier président du renouveau démocratique, et vous convenez avec nous que quelque part, on a commencé par fouler aux pieds certaines résolutions de la conférence nationale. Lorsque vous apercevez que le droit à la différence n'a pas été reconnu à certains, même à un haut niveau, quand on sait que à cette même époque, un député en train de s'expliquer sur une situation qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque et avait failli se faire arrêter en direct sur le plateau de la télévision. Et vous convenez avec nous qu'on ne saurait parler de la démocratie parce que c'était simplement un droit à la parole
qui a failli lui être arraché. Mais ça ne se retrouve pas, vous parlez de quel député? Oh ben, je veux nommer un député du parti NCC d'Albert-Eva, je dirais Gracien Poyon. Et nous avons l'histoire de la mémoire. L'histoire de la mémoire. Et à l'époque déjà, nous, jeunes qui avions fait notre démocratie, voyons déjà les prémices de l'entorse à la démocratie venir. Donc vous pensez que les déviances, ce que certains appellent les pathologies démocratiques de la démocratie béninoise, n'est-ce pas, remontent bien loin en arrière depuis 1991. Alors, parmi les constats que vous avez effectués qui motivent votre décision de vous porter candidat à l'élection présidentielle, se trouve, j'utilise vos propres mots, là, la propension à la destruction de l'unité nationale. Qu'entendez-vous par là, justement? Eh bien, vous savez très bien que anciennement Dahomey, devenu Bénin, notre pays a opté pour le cap du changement du nom, tout simplement parce que on a voulu sceller l'unité nationale sous le règne du général Mathieu Kérékou. C'était à son actif. Ça, c'est des actes positifs qui avaient posé son régime. Alors, si aujourd'hui, des gens qui ont prêté serment de respecter l'unité nationale en viennent à en appeler à l'affrontement, à l'opposition nord-sud, l'est-l'ouest, vous convenez avec nous que nous ne sommes plus en démocratie et que l'un des fondamentaux de la démocratie venait aussi d'être foulé aux pieds. Eh bien, là, nous disons, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête, on ne saurait plus parler dans notre pays du Nord, les miens du Nord, les miens, non, il faut que ça s'arrête. Eh bien, les institutions de contre-pouvoir sont là et n'ont rien dit. En temps normal, je crois que dans un pays qui se veut sérieux, les institutions de contre-pouvoir s'en seraient déjà saisies et auraient déjà placé chacun à sa place. Et nous disons, il faut que ça s'arrête et que les institutions cessent d'être sous les bottes du pouvoir. Alors, quand on vous écoute, quand on écoute, n'est-ce pas, les thèmes que vous utilisez, quand on écoute l'argumentaire que vous développez, Zakari Goudali, ça fait penser, n'est-ce pas, au Parti communiste. Est-ce que votre proximité avec les communistes n'a pas impacté, n'est-ce pas, votre vision de la société? Loin de moi, tout était pareil, mais simplement notre qualité d'homme béninois, d'homme purement béninois, nous vivons les réalités du Bénin au quotidien. Nous avions été les victimes de ce qu'avaient combattu, effectivement, ceux dont vous parlez, parce que les communistes n'étaient que l'organe qui réveillait tout le peuple à l'époque, parce que la lutte que nous avions menée à l'époque était une lutte populaire. C'était pas une lutte des communistes, de ceci, de cela. La preuve, vous convenez avec nous aujourd'hui que c'est des gens qui c'était la structure la plus organisée dans cette lutte à l'époque. Il faut le reconnaître. Oui, nous le reconnaissons, et sans pour autant vouloir forcément les ressembler à eux. Non, je n'ai pas dit que vous voulez ressembler, mais est-ce que votre proximité dans la lutte n'a pas quand même modelé un peu votre discours? Non, il faut noter que nous avions été bien formés à l'époque, et depuis même l'école on a été bien formés, et cette formation et ce vécu forcément nous a prédisposés à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, parce que nous avons vécu sous un régime que nous avions combattu tous de façon populaire, dans une synergie d'action. Ça a été fait. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que nous allons rester les bras croisés quand on sait que aujourd'hui ce n'est pas ce que nous pensions. C'est à croire que nous avons fait du mal à nos enfants en changeant les choses, parce que, il faut vous le dire, dans le bon vieux temps, quand nous étions encore élèves, étudiants, il n'y avait pas ce chômage-là, il n'y avait pas ce chômage. Et on venait me chercher des gens pour aller travailler à l'école. On venait les supplier pour aller travailler dans la fonction publique. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas sans savoir que, en ce temps-là, où on pouvait, lorsque vous terminez les études universitaires, vous êtes à la maison, vous apprenez, qu'on vous appelle simplement à la radio un beau matin pour dire allez vous présenter dans tel ministère, allez vous présenter dans telle direction, et si vous commencez par travailler. Oui, les temps ont bien changé maintenant. Voilà, il n'y avait pas de discrimination. C'est à croire que pour avoir changé de régime, pour avoir lutté pour que ce régime du PRPB soit rangé au placard, nous avions fait du mal à nos enfants qui aujourd'hui sont à la maison malgré les diplômes qu'ils ont, et au contraire, on retrouve ceux qui n'ont pas les diplômes, ceux qui n'ont pas qualité
recrutés dans les fonctions publiques, ceux qui n'ont même pas été à l'examen. Voilà encore les entorses à la démocratie où on constate, à côté de la corruption, l'injustice, une discrimination auquel on ne saurait vraiment prêter franc. Oui, quand vous ne rester indifférent face à une telle position dans une république qui se veut respectable et respectée. Quand vous écoute, M. Goudali, on lit votre discours, on a l'impression que vous êtes un candidat spécifique, vous tirez sur tout, vous tirez sur l'opposition, vous tirez sur la mouvance actuelle, que vous êtes unique, est-ce là? Pas forcément. Vous vous sentez proche de qui dans le paysage actuel? Nous nous sentons beaucoup plus proches de la population. Vous convenez avec nous que ce que vit la population, ce n'est pas forcément ce qu'on lui propose. Quand on sait, je vais vous amener encore sur nos terrains. Vous savez, pour le panier de la ménagère aujourd'hui, depuis la nuit des temps, les hommes qui nous ont dirigés ont tout fait pour que l'inflation à aucun moment ne puisse être contenue. Et je prends simplement, vous savez, nous vivons mal ce qui se passe aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Il y a 30 ans, la boîte de sardines se vendait à 35 francs. Et aujourd'hui, cette même boîte de sardines se vend à 600 francs. A-t-on multiplié les salaires dans une proportion de ce type? Et quand on sait que cette même boîte de sardines a connu une multiplication de plus de 17 fois. Et de l'autre côté, lorsque en 2006, le président Yahi Boni accédait au pouvoir, le paquet de sucre Saint-Louis se vendait à 225 francs. À 225. Aujourd'hui, ça se vend à combien? 500 au marché, 550 auprès des revendeuses. Alors, allez-vous me dire que on a permis, en fermant les yeux sur une telle politique, a-t-on permis à la basse classe, à la classe à laquelle nous considérons que nous appartenons, c'est-à-dire à la classe de la population, des pauvres, de vraiment se nourrir correctement et décemment? Je dis, il n'y a que nous qui vivons, qui sommes victimes de la mauvaise gestion de nos dirigeants. Oui, mais tout le monde peut faire ce constat que vous faites, M. Goudali. Qu'est-ce que vous proposez? Comment vous entendez remédier à cela? Justement, la question qui se pose. Et je suis très content que vous m'ayez posé cette question. Nous entendons à notre arrivée faire en sorte que l'inflation d'abord soit contenue et qu'on la recule. Parce que nous... Par quel moyen? Nous ne nous retrouvons pas. Simplement par un moyen, une autre politique que nous allons mener pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau simplement de nos commerçants. Nous devons chercher à savoir. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est cette différence aujourd'hui, cette plus-value aujourd'hui qu'on prend pour acheter encore la conscience du peuple. Nous devons revoir. Oui, mais vous avez déjà fait les constats, non? Vous devrez avoir fait les constats et avoir les solutions à apporter avant de vous présenter à la présidentielle. C'est qu'à notre arrivée au pouvoir, nous devons faire en sorte que cette infraction soit non seulement contenue, mais qu'elle soit reculée, rien que par la politique, n'est-ce pas, de discussion avec ces commerçants-là et voir comment est-ce que ils font leur commerce. Oui, mais parfois, c'est les facteurs exogènes et bien souvent, ce sont les facteurs exogènes qui vous l'imposent. Les facteurs exogènes, nous allons essayer d'y voir clair. Nous allons y voir clair. Parce que, comme vous devez le constater, vous savez, ça dépend aussi de la façon dont le cordon douanier aujourd'hui est géré. Parce qu'il y a des problèmes, il faut chercher des ressources d'une manière ou d'une autre en faisant mal à la population. Nous devons revoir tout ça là. Et vous savez, ne saurait apporter solution à de pareilles situations que ceux qui en sont victimes. Et puisque nous en sommes victimes, nous sommes là pour apporter les solutions. Et les solutions sont déjà là, proposées dans notre projet de société que vous aurez le temps de lire de façon beaucoup plus ample. Oui, justement, puisque Vigile nous a amené sur le terrain économique, vous défendez l'indépendance économique comme le propulseur de tout développement. Cela veut dire quoi? Et que comptez-vous faire pour donner cette fameuse indépendance au Bénin? Très bien. Quand d'abord, vous savez que le vecteur de tout développement, qu'il soit économique, social, en tout cas sur tous les plans, c'est d'abord le système politique. Le système politique est le vecteur, est d'abord à la source
de tout ceci, et dès que la démocratie sera d'abord bien restaurée, vous verrez comment les choses vont évoluer. Et c'est pour ça que nous nous référons. C'est pour cela justement que nous nous référons à cette époque de la transition démocratique où tout était devenu vraiment rose dans notre pays, pendant que leur papa, le président Nicéphore Soglo, était Premier ministre. 90-91. Vous dites 90-91. Exactement. Donc, lorsque vous jetez un coup d'œil, un regard sur cette époque, vous apercevez clairement que ce qui peut vraiment nous permettre de bien évoluer, c'est la restauration de la démocratie. Parce que lorsqu'on n'aurait plus le temps, lorsqu'il n'y aurait plus le droit de gérer les choses avec une propension à la discrimination, à l'injustice, à l'inégalité, et vraiment, vous verrez que tout ira pour le mieux. Oui, Zakari Goudali, les enjeux de cette élection de 2016 varient selon les chapelles, selon les positions des uns et des autres. Pour vous, avant de changer de sujet, pour vous, c'est quoi l'enjeu principal de cette élection de 2016? L'enjeu principal de cette élection de 2016, c'est la rupture. La rupture à plusieurs niveaux. Rupture par rapport à quoi? Rupture d'abord par rapport, n'est-ce pas, à la génération de nos gouvernants. Parce que vous voyez, on se perd un peu dans l'utilisation presque abusive qui est faite de cette fameuse rupture. Tout le monde parle de rupture, un peu comme en 2005 on nous a parlé du changement, sans qu'on en dessine le contour, sans qu'on ne perçoive concrètement le contenu. Et c'est à l'œuvre que nous avons découvert le changement. Là maintenant, tout le monde se met à parler de rupture. Tout le monde fuit le changement. Tout le monde fuit le changement et se met à parler de rupture. On parle de rupture dans tous les camps finalement. Il va falloir que ceux qui défilent dans ce studio, nous, on puisse vigiler, leur demander de nous définir de façon concrète ce que c'est que cette rupture. Vous également, vous venez nous parler de rupture ce matin. De quoi parlez-vous concrètement? D'abord, je m'en vais vous donner raison sur ce plan lorsque vous dites que tout le monde parle de rupture. Vous savez même que le candidat de la mouvance aussi, au début, quand il se perdait en conjecture, en parlant, n'est-ce pas, de la continuité et autres, très rapidement, ils se sont ravisés pour parler aussi de la rupture. Je crois que la rupture a le dos large aujourd'hui. Mais nous, dans notre cas, c'est la vraie rupture. Et c'est pour ça que je m'en vais vous étaler notre rupture sur les volets. Je dis, premièrement, nous sommes en train de prôner la rupture par rapport à la génération d'hommes devant gouverner ce pays-là. Et quand on sait que nous disons clairement qu'il faut qu'on cesse avec la gouvernance. Par rapport à la génération, votre repère c'est quoi? C'est 1960 par exemple? Non, notre repère c'est les indépendances. 1960 aussi. À partir de 1960, on peut alors discuter. Donc tous ceux qui sont nés en 1959 doivent être renvoyés à la poubelle. Pas forcément à la poubelle, mais envoyés à la retraite tout de même. Bon, à la retraite et qu'ils soient là pour juste nous conseiller. D'accord. On a envie de nous référer à eux. Vous ne voulez plus voir un certain Bruno Amosso Humbedi à la télé par exemple? Non, est-ce que la Constitution a déjà réglé ce cas-là d'abord? Mais nous trouvons que la Constitution ne l'a pas suffisamment réglé. Et il faut que maintenant nous... La Constitution aurait dû faire quoi selon vous? Quoi? La Constitution aurait dû faire quoi selon vous? On aurait dû mettre quoi dans la Constitution? Non, la Constitution a réglé, mais a oublié qu'à un moment donné, il fallait alors mettre fin véritablement à la propension de ceux-là à toujours continuer à nous gouverner. Et si la Constitution a parlé de 70 ans... Non, mais ils ne gouvernent plus. Donc c'est une coquille ici, on me dit à l'Assemblée toujours, c'est ça? C'est de ça que vous parlez, d'accord. Voilà, c'est de ça que je parle. Ouais. Vous comprenez? Le grand rendez-vous. Alors, Victor Tokpanou et Eric Ondete ont raccroché leurs ambitions présidentielles cette semaine. Certains disent par peur d'aller faire un score infinitésimal en se ralliant là à des candidats jugés plus sérieux. Que pensez-vous de ce genre d'initiative? Non, je n'y trouve pas trop d'objections. Je m'en voudrais simplement vous dire que c'est des gens qui ont fini par comprendre le sens que nous donnons à cette rupture-là. Parce que vous voulez emboîter le poids bientôt? Je vous dis, ça ne nous ressemble pas parce que nous sommes fils de notre père. Et nous allons justement vous dire que, c'est les gens qui ont compris que la rupture dont parle le peuple béninois. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait me laisser le temps de vous détailler tout ce que nous mettons dans la rupture. Non, c'est votre projet de société. On ne parle que de cela, on ne parlera que de cela. Donc je disais alors que c'est les gens qui ont compris que la rupture que veut le peuple, le peuple veut d'abord finir avec cette génération dont je vous ai fait cas tout à l'heure. Et aussi, le peuple ne veut plus, franchement, voir ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont occupé des postes électifs ou
de responsabilité ministérielle et autres, le peuple n'en a plus besoin. Le peuple a besoin d'un homme nouveau. Tout le monde parle du peuple, comme s'il y a certains qui sont propriétaires de ce fameux peuple. Mais nous sommes dans un système où chaque électeur va voter, croyez-moi. C'est comme ça. Même s'il y a des vendeurs en gros de suffrage, chaque électeur va voter. Je crois bien que vous le comprenez. C'est là. Mais finalement, de quel peuple, est-ce que vous avez fait une étude pour venir affirmer ce que vous affirmez là? De quel peuple parlez-vous? L'étude, nous l'avons faite, nous l'avons vécue. C'est pas qu'on a fait seulement l'étude, mais nous avons vécu ça. Nous sommes des exemples, nous sommes des victimes. Et on ne saurait être plus royaliste que le roi. Eh bien, nous qui sommes victimes de la mauvaise gestion de cette génération que nous fustigeons, de cette classe dont parle le peuple, dont nous nous apparaissons comme représentants, nous disons, ça là, il faut forcément changer de cap. Oui, ben, Et le changement de cap nous oblige alors à voir ce pays-là gérer autrement. Gérer autrement par des hommes d'une génération donnée, mais pas des hommes ayant d'une manière ou d'une autre, en temps, gérer, être entachés, avoir été entachés d'une manière ou d'une autre par une gestion ou une autre. Nous disons, le peuple a besoin, comme nous le disons, nous référons toujours à ce peuple-là. Où existe-t-il un hôtel à UTEL que vous fréquentez vos candidats la nuit, notamment puisque vous ne dormez plus les candidats, désormais les candidats à cette présidentielle, où vous allez prendre les messieurs de ce peuple-là? Parce qu'on se demande, mais finalement, le peuple dont vous parlez, tout le peuple, etc., dont on célèbre les vertus, dont on célèbre la sérénité, ce fameux peuple dont tout le monde parle en bien en ces moments d'élection-là, où est-ce que vous le rencontrez, le peuple? Ou bien le peuple vous envoie des lettres, un peu comme le dit Vigile, le peuple vous téléphone-t-il? Comment ça se passe pour que vous ayez, sans être élu, vous ayez déjà reçu un mandat pour parler au nom du peuple, pour nous dire ce que le peuple pense? Parfois, certains le disent sans avoir fait la moindre étude, le moindre sondage. Très bien. Merci, monsieur le journaliste. Et vous savez, le peuple existe partout. D'accord. Et nulle part à la fois. Alors, nous, et quand nous référons à ce peuple-là, c'est tout simplement parce que nous vivons au sein de ce peuple dont nous parlons. Nous y sommes et nous y entendons y demeurer. Et y demeurer, on ne saurait y demeurer sans vraiment penser à améliorer un temps soit peu le quotidien de ce peuple-là, de cette masse-là. Et vous n'allez pas me dire, justement, que quelqu'un, et qui n'a pas son enfant, je donne un petit exemple, et qui n'a pas son enfant qui continue de fréquenter, d'aller à l'école aujourd'hui, peut vraiment vous parler des affres de l'école qui aujourd'hui est en vogue, du système d'enseignement qui est en vogue aujourd'hui. C'est là déjà le peuple. Et vous n'allez pas me dire non plus. Et que quelqu'un qui n'a pas son enfant à l'université d'Abomey-Calavi peut aujourd'hui parler de comment l'enseignement est distillé aujourd'hui à l'université d'Abomey-Calavi. Eh bien, c'est là le peuple également. Donc, quand nous parlons au nom du peuple, c'est nous qui vivons les mêmes faits, les mêmes choses, les mêmes déviances que nous font subir les gouvernants. C'est nous qui vivons ces déviances-là. C'est nous qui en sommes victimes, qui nous considérons. Vous sentez ça dans le peuple. Alors, c'est au nom de ce fameux peuple que Victor Tokpano et Eric Mouleté, eux, ils ont jeté l'éponge cette semaine. Alors, sur la base de cet exemple, et au nom de ce peuple, est-ce que vous n'envisagez pas vous-même de tenter un rapprochement avec un candidat dans le but de donner plus de clarté, de visibilité, de facilité de choix à ce fameux peuple? Ce serait trahir simplement le peuple que de le faire, parce que, comme nous le disons, nous apparaissons, nous sommes là en tant que candidats du peuple. Et alors, je m'avais vous dit, est-ce que vous nous voyez, vous nous avez vu, nous travaillons sérieusement, mais est-ce que vous nous avez vu faire la politique de la foule? Peut-être vous n'avez pas les moyens de cela. Nous en avons évidemment. C'est une affaire de moyens. Et nous disons, agiter la foule, montrer des images à la télé, tout ça, ça coûte cher. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Oui, dites-nous. Il y a un adage un adage qui dit dans notre pays, chez nous ici, que lorsque vous êtes en train de vous baigner dans une rivière et que le fou arrivé là ramasse vos accoutrements et se met à courir. Et que sans plus rien demander, vous mettez à le poursuivre. C'est qui le fou? Les autres candidats? Bon, c'est à vous de juger.
Donc, vous Non, serez... on ne prendrait pas un tel risque ici. Alors, donc je dis, ne voulons pas faire la même chose. C'est pas parce que tout le monde fait la politique de la foule que nous allons faire la même chose. Il faut changer de méthode. Zachary Boudali, certains analystes estiment qu'au nombre des vrais candidats, on peut compter à Diavon Sébastien, Lionel Zinsou, Patrice Talon, Aboulaye Biotiane, Pascal Irénée Koupaki et les autres. Les autres dont vous faites partie, peut-être, je n'en sais rien, n'auraient aucune chance de sortir du lot. Dans ces conditions, pourquoi vous vous entêtez à aller à une élection dont certains parlent comme déjà une élection pliée? L'histoire est têtue. Vrai. On se réfère toujours à l'histoire. C'est pour ça justement que notre mouvement est dénommé mouvement du 6 mai. 6 mai parce que nous avons voulu prendre référence, nous avons voulu nous référer à une des dates très importantes dans les luttes qui nous ont conduit à la démocratie. Eh bien, répondant à cette question que vous m'avez posée, je m'en vais simplement vous dire que en 2006, on donnait le candidat Adrien Mbedji gagnant. Il a échoué. En 2011, avec la coalition qui s'était organisée autour de Adrien Mbedji, personne ne pouvait s'imaginer qu'il y aurait ce chaos, même si c'est un chaos avec point d'interrogation. Mais il y avait chaos quand même. Personne n'a pu lever le petit doigt. C'est quoi chaos, point d'interrogation? Non, mais c'est un chaos que... Vous avez le sens de la formule c'est un chaos que jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont pas fini de digérer. Quand on vous dit, quand on s'en va... Quand Mbedji se rapproche donc de Yaïboni ou de son candidat, il n'a pas encore digéré ça, vous pensez? Mais il a bien dit, mais qu'on lui a fait chaos et que cette fois-ci, lui-même lui fait chaos. Vous comprenez bien, qui veut rendre la monnaie, En tout cas, nous n'allons pas rentrer dans ces conjectures, mais je m'en voudrais simplement vous rappeler que l'histoire est têtue. Et que tous ceux qui pensent aujourd'hui que c'est la foule qui fait la politique, eh bien, c'est au soir du 28 février qu'ils s'apercevront qu'ils sont sur une mauvaise piste. Vous, quand vous n'êtes pas à la télé, quand vous n'êtes pas à la radio, quand vous n'êtes pas dans la foule, puisque vous n'aimez pas la foule, dites-vous, vous êtes où? Nous sommes au sein du peuple. Et nous travaillons sérieusement. Je m'avais vous dire, par exemple, je vous donne un petit exemple. Nous avions fait un meeting, un grand meeting à Parakou hier. Mais nous l'avions fait hors télé, hors caméra. Pourquoi? Nous vous disons, parce que nous avons nos raisons. Nous savons comment nous travaillons. Les raisons non, je vous dis, nous n'allons pas... Ça tient de la stratégie aussi? C'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Et très efficace. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous ai parlé, n'est-ce pas, des nadages tout à l'heure, du fou, n'est-ce pas, du tageur. Donc, je crois que nous n'allons pas trop épiloguer dessus. Oui, mais pourtant, il va falloir apparaître à la lumière, puisque avec la HAC, vous avez donc des productions à faire passer sur les chaînes publiques. Vous avez même des débats ou un entretien à faire. Même si c'est en français. Même si c'est en français, vous allez... En son temps, vous en aurez l'occasion. Et les langues nationales sont apparemment proscrites par la HAC cette année. Cette fois-ci. Ça vous convient, ça? Bon, parce que vu le nombre de candidats, la HAC a pris cette disposition pour ne pas dépasser le timing. Ça ne gêne pas le candidat Zachary Boudali? Aucunement. Votre peuple à vous, il parle français? Il parle français, mais nous-mêmes nous parlons les langues et nous travaillons avec sérieusement la base. Donc ne vous en faites pas, il n'y a pas d'inquiétude. Certainement, votre peuple ne regarde pas la télé, n'écoute pas la radio. Notre peuple regarde très bien, mais c'est distinguer le bon gré de l'ivraie. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons de grands regroupements autour d'un certain nombre de candidats. Tout le monde veut faire le chaos dans un pays où il n'y a aucun sondage sérieux et on ne sait même pas sur la foi de quoi certains, sinon la plupart, dans tous les camps, c'est la même chose qu'on entend. Tout le monde veut gagner l'élection présidentielle au premier tour. Quelle appréciation faites-vous de cette nouvelle configuration du paysage politique née de regroupements qui s'organisent autour de ces candidats? Vous savez, peut-être bien que M. Boudali aussi veut faire chaos. À Beaumenti, il vient de loin, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'êtes pas tenté par le chaos, non? Vous savez, je m'avais vous dire, le chaos ne se décrète pas. Le chaos ne se décrète pas. Et une élection n'est pas mathématique. Et tous ceux qui parlent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui parlent de chaos, c'est des gens qui forcément... C'est l'âme du faible, en tout cas. C'est l'âme du faible. Parce qu'on ne peut pas imaginer que dans un pays comme le nôtre, on puisse parler de chaos dans ces conditions. Si on n'a pas des visées de fraude, si on ne s'y prépare pas,
Et quand on sait... Donc vous pensez que tous les camps veulent frauder, puisque tout le monde dit qu'il veut gagner l'élection écoutez, je m'en au premier tour. Il y a des camps qui ne veulent pas frauder, mais qui disent carrément il n'y aura pas de chaos. Au point, il y a des gens, il y a des candidats qui disent il n'y aura pas de chaos. Donc, vous faites partie de ces candidats-là? Quand nous prenons par exemple... Oui, nous faisons partie de ce groupe-là qui dit il n'y aura pas de chaos. Chaos là, ce mot-là, rayons ça. Pourquoi? Il n'y aura pas de chaos. Mais quand vous voyez un grand regroupement qui se constitue tout ça... Je vous donne un exemple. Le chaos ne peut que s'organiser sur fond de fraude. Quand on sait que un membre, le président du COS Lépi, et qui a fait presque un délit d'initié, et qui va mettre les pieds dans les plats, et qui en temps normal est dans un pays qui se veut respectable, respecté, n'a plus sa place là où il est aujourd'hui. Et personne ne dit rien. Mais il a répondu, Augustin Bla, il a répondu à ses détracteurs. Il a dit qu'il est au COS Lépi au nom du PRD. C'est clair, ça. Nous disons, le fait simplement d'avoir parlé, d'avoir dit ce qu'il a dit là, c'est qu'il a pris parti. Et dans un pays respectable. Est-ce qu'il n'était déjà pas une partie en étant au COS Lépi? Il prenait parti déjà en allant au COS Lépi. Nous disons, en tant que militant du PRD. Lorsque, à ce poste de responsabilité, vous prenez de pareilles positions, alors là, mais allez-y comprendre quelque chose. Est-ce que nous n'aimons pas faire de l'hypocrisie ici au Bénin? Est-ce que ce n'est pas en mettant en place un COS Lépi qui est censé travailler, n'est-ce pas, à la confection d'une liste électorale en remplissant cette instance-là d'hommes politiques, d'acteurs politiques qui pourraient avoir, n'est-ce pas, des positions politiques à adopter, qui pourraient être même candidats, parce que si Augustin Ouavabla avait été désigné par exemple par le PRD, et il en a la carrure sans doute d'être le candidat du PRD, il se retrouve président du COS Lépi, est-ce que c'est pas déjà à la base, n'est-ce pas, en constituant le COS Lépi que le problème s'est posé? Est-ce qu'on peut confier à des acteurs politiques la liste électorale qui devrait servir à les élire? Est-ce que c'est cohérent ça dans un pays? Puisque cette loi même normal, qui met en place le COS Lépi ne demande pas de prendre vacances des activités politiques. Est-ce que c'est pas là le vrai problème plutôt que de ce que Augustin a dit? À partir du moment où on l'a laissé aller là-bas en tant que représentant du PRD, ben, il peut dire tout ce qu'il veut puisqu'il est là-bas en tant que représentant du PRD. Je ne vous le refuse pas, mais je dis en tant que représentant du PRD ou bien de quelque parti que ce soit à ce niveau de responsabilité, il n'a pas le droit, je le dis, je le réaffirme, il n'a pas le droit d'adopter une position. Vos candidats, vous ne vous sentez plus en sécurité à partir du moment où il dit ça? Pas du tout, nous ne nous sentons plus en sécurité. Et déjà, je vous dis, nous avons reçu une information hier que j'entends vérifier parce que je n'étais pas à Cotonou, nous étions dans le Septentrion. On en est revenu seulement ce matin, l'information nous disait qu'il y a 150 postes fictifs qui sont créés par le même COS Lépi, rien que dans les avant-coureurs d'une fraude massive qui sera organisée. Nous entendons vérifier l'information. Mais beaucoup de candidats aussi ont des représentants au COS Lépi ou ont des gens qui les soutiennent au COS Lépi. Pourquoi les gens qui sont au COS Lépi avec Augustin eux-mêmes ne disent rien? Puisqu'il a dit des choses, s'ils n'étaient pas en accord avec ce qu'il a dit, mais ils auraient dû réagir, mais personne n'a rien dit, donc ils sont tous d'accord. Je m'en vais vous dire que tous ne sont pas d'accord. Comment ils ne sont pas d'accord? Qui ne dit mot consent? Non, mais évidemment, ils ont laissé le soin à nous autres candidats de réagir. Ça, c'est normal. Donc vous dites que c'est de l'intérieur du COS Lépi que les gens vous informent? Non. Je vous ai bien dit que nous avons reçu une information qui a circulé sur la toile hier, faisant état de ce qu'il y a eu, comment vous appelez, plus de 150 postes fictifs. Oui, la toile est ouverte et reçoit tout. Et je vous dis, nous entendons vérifier. Et entre candidats, nous allons réserver la réponse adéquate à une telle situation. Le grand rendez-vous. Alors, Zakari Goudali, parlons concrètement de votre projet maintenant. Quelles sont les solutions que vous préconisez? D'abord, avant de parler de solutions, en matière de gouvernance politique, par exemple, vous êtes porté par, je cite, le désir de restaurer les valeurs démocratiques chèrement acquises au cours de la conférence nationale de février 1990, fin de citation. Est-ce que tout ça ne serait pas que des mots? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Comme je vous l'ai dit, je vous ai dit que nous ne vivons pas la démocratie telle que nous l'avions rêvé, alors que nous étions simplement en train de livrer notre poitrine
aux baïonnettes du régime du PAPB. Nous sommes déçus. Et cette déception, justement, nous a amené à vouloir aujourd'hui prendre nous-mêmes les destinées de ce pays en main pour lui donner la vraie vie démocratique. Vous parlez du PAPB et de baïonnettes, mais il n'y a plus de baïonnettes maintenant, ou bien il y en a? Moi, je dis, c'est pas cette démocratie, c'est pas à ça que nous on s'attendait quand on se rébellait contre le PRPB. J'ai bien utilisé l'imparfait. Alors là, je disais tantôt, alors que à notre arrivée, nous ferons en sorte que cette démocratie soit restaurée, vraiment restaurée, dans sa forme normale. Vous voulez redonner des couleurs à la démocratie? Pas redonner des couleurs. La démocratie n'a jamais de couleurs. La démocratie est unique. La démocratie n'a pas de couleur, comme le dirait l'autre, café. N'est-ce pas? Non, la démocratie ne saurait avoir de couleur. La démocratie est unique, un point bas. Lorsque vous enlevez une seule chose, lorsque vous ajoutez une seule chose, elle cesse d'être démocratie. Donc nous entendons restaurer cette démocratie-là, en faisant en sorte d'abord même que les institutions de contre-pouvoir puissent vraiment jouer le rôle qui leur est dévolu. Vous pensez qu'elles ne jouent pas leur rôle maintenant? Non, mais les institutions fonctionnent. Non, mais allez-y comprendre quelque chose. Je vous ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, du cas du président de Koslepi. Vous savez ce qui se passe là. Dès qu'il a dit ça, dans un pays normal, on saurait, n'est-ce pas, le laisser encore passer. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Il n'y a que le président de Koslepi qui a retenu votre attention. Les autres institutions, ça marche. Je n'ai pas fini. Oui, je m'en vais vous dire, lorsque le premier magistrat d'un pays se lève pour dire, je vais appeler les miens, je vais faire ci, et personne n'a levé le petit doigt, vous trouvez que les institutions jouent leur rôle? Lorsque, pour un oui, pour un non, on pouvait... Il y a des gens qui ont saisi la Cour constitutionnelle. La Cour a dit que le président a méconnu la Constitution. Ça, c'est un dossier classé. J'en ai fini sur ce plan, en vous donnant l'un des exemples les plus récents. Lorsque vous voyez des candidats, parce que tout à l'heure vous avez parlé de télé, vous avez parlé de la foule, mais nous entendons, nous sommes des vrais démocrates, nous entendons respecter la loi, le code électoral. Mais lorsque les gens ont violé tout le temps, l'article 62 du code électoral, comme cela te doit, et allègrement, c'est lorsqu'ils ont fini par être rassasiés de cette violation et qu'ils ont fini par dire, allez, il y a problème, on a commencé la campagne précocement. Non, mais écoutez, l'hypocrisie a assez duré et on ne saurait mettre fin à cette hypocrisie-là que par une action énergique. Et mais de quoi parlez-vous? Puisque tout le monde fait la même chose. On a eu ce communiqué du gouvernement dénonçant l'affichage précoce, une campagne électorale précoce, mais tout le monde fait des affiches aujourd'hui. Mais pourquoi vous n'en faites pas vous-même? Est-ce que vous restez là à vous plaindre? Est-ce que c'est pas parce que vous n'avez pas les moyens pour le faire que vous Alors, faites ça? je vous renvoie. Il faut le faire. Je vous renvoie à certains candidats qui ont voulu, qui sont démocrates vraiment. Ils l'ont pas fait. Vous n'allez pas me dire, par exemple, que quelqu'un comme Célestin Zanou a fait des affiches. Vous n'allez pas non plus me dire que quelqu'un comme Élise Bédo a fait des affiches précocement. Vous n'allez pas me dire qu'un candidat comme moi qui vous parle, votre invité ici, moi, Goudali, Zakari, Syriac, j'ai fait des affiches précocement. Non pas qu'on n'en a pas, mais nous avons voulu respecter vraiment le code. Donc vous avez déjà des affiches qui sont là. Tout est là. Et vous vous interdisez de les déployer. Nous ne voulons pas mettre les pieds dans les plats parce que, vous savez, tout à l'heure quand vous êtes en train de parler, vous avez dit, vous avez énuméré certains noms. Oui, c'est parce que ceux-là, ont voulu imiter aussi l'autre camp, un camp qui certainement utilise les moyens de l'État pour battre campagne, et parce que il y a ça là, eux-mêmes. Oui, mais justement, à quoi ça sert, n'est-ce pas, de s'efforcer de respecter une loi que personne n'a envie de respecter, même pas ceux qui l'ont élaborée et votée? Pourquoi est-ce que vous vous échinez à respecter la loi alors que même ceux qui sont censés veiller sur le respect de la loi, n'est-ce pas, n'en font pas? Très bien. Là, je suis content que vous... Non, mais c'est un constat que je fais. Est-ce que carrément vous ne vous enlevez pas les moyens? Que tout le monde le fait. Pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Vous apercevez clairement que là, c'est bel et bien une entorse à notre démocratie. Et c'est contre ça que nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous prononcer. Nous disons, il faut que... C'est parce que simplement le mot changement a été galvaudé. Sinon, on aurait parlé de changement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons simplement de rupture. Il faut que on arrête cette manière de gérer notre pays. Il faut qu'on arrête cette manière de voir les choses. Il faut qu'on arrête cette manière, n'est-ce pas, de dénoncer les choses. C'est-à-dire, on dénonce toujours tardivement. Non, il faut que les réactions soient promptes, opportunes
et comme cela se doit dans une très bonne démocratie. Oui, mais par rapport à ceux dont nous parlons de façon précise, là, le non-respect des lois, certains parlent, n'est-ce pas, de réforme politique. Beaucoup de candidats parlent de réforme politique. D'ailleurs, vous, sur ce point précis, qu'est-ce que vous allez faire si vous étiez président? Mais évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que les réformes là sont... On n'a même pas besoin d'en parler. Elles s'imposent à nous. Et quand on sait que dans un pays où le président doit avoir, enfin, le chef de l'exécutif doit avoir toutes les institutions sous sa botte, vous convenez avec nous que ça ne peut pas tourner. Et lorsqu'on sait que dans un pays tel que le nôtre, en plein 21e siècle, nous avons encore le président qui préside au conseil de la magistrature. Nous disons c'est encore une aberration de notre siècle. Pourquoi? C'est dans la loi? Je dis c'est dans la loi, mais c'est justement parce que c'est une aberration que tout le monde pense qu'il faut aller vers des réformes et pourquoi pas vers une révision de cette constitution dans les formes requises et non une révision opportuniste. Figil. Et donc, Monsieur Goudali, quand on parle de ces gros calibres pour cette présidentielle, eh bien l'argument, on dit souvent que l'argument qu'on voit donc les éléments du peuple, pour parler ainsi, eh bien c'est l'argent. L'argent. Et qu'est-ce que vous, pour qui n'êtes pas connu pour être une machine de foudre, comment vous entendez procéder ou comment vous procédez déjà pour rallier les gens, vous? Je crois que là, chaque fois que je m'en vais répondre à ça, l'envie me prend toujours d'aller puiser dans l'expression qu'a utilisée notre papa Bruno Amoussou récemment quand il dit qu'il ne faut pas confondre la foule et le peuple. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que le peuple aujourd'hui fait cette politique parce que une bonne partie de cette foule-là a des problèmes à régler. Et il se dit, cette bonne partie de ce peuple qui constitue la foule, justement, a des problèmes précis à régler actuellement, au point où ils font de cette balade politique un défoulement. Et simplement parce que on se dit, l'argent qui distribue là, c'est notre argent, allons chercher. Non pas parce que forcément ils sont pour les candidats. Car vous allez constater, c'est le même groupe. Quand vous prenez par exemple, la dernière fois j'ai vu un candidat dont je vais taire le nom et faire meeting par exemple à Godomé, mais c'est la même foule qui l'avait reçu quelque part de Godomé, qui l'a reçu encore à un autre endroit. C'est la même foule qui passe partout là, parce que c'est devenu les campagnes électorales. Il s'offre à celui qui donne le plus d'argent. Non, c'est devenu filière. C'est devenu filière aujourd'hui. Et vous n'allez pas refuser quand même à quelqu'un qui a trouvé filière à donner à cœur joie pour que ça puisse lui permettre de résoudre ses problèmes du moment. Donc, c'est une filière. Et nous le reconnaissons, mais le moment venu, vous apercevrez qu'il y aurait des surprises. Oui, mais est-ce que l'argent ne détermine pas le vote à la fin, tout de même? L'argent ne détermine pas le vote, mais l'argent y contribue simplement. Oui, quand des citoyens vous disent, oui, c'est celui dont j'ai pris les sous, c'est pour lui là que je vais voter. Justement, ce n'est pas tout le monde qui le dit. Ah, qui sont ceux qui le disent? Parce que la même foule prend l'argent de plusieurs candidats. Vous n'allez pas me dire que nous ne partageons pas, par exemple, les mêmes éléments. Mais c'est celui qui aura fait la plus grosse mise qui aura les électeurs de son côté. C'est ce que les citoyens disent aussi. Wait and see. Si on est sûr. Wait and see. Bon, alors, vous savez, monsieur Goudali, vous le savez très bien que les pratiques politiques au Bénin ont fait de notre pays une démocratie financière où l'argent est désormais un roi dans la dévolution du pouvoir. Dans un tel contexte, beaucoup de candidats nous proposent des réformes, notamment le financement public des partis politiques, le financement des élections. Croyez-vous sincèrement que à voir la proportion, n'est-ce pas, de l'argent qui est déversé aujourd'hui dans le pays, l'État lui-même peut financer les candidats ou les partis politiques dans cette proportion-là? Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Non, d'abord, je m'avais vous dire simplement que cette histoire, ça relève simplement de la rééducation de notre peuple. Et une rééducation qui doit forcément permettre au peuple de comprendre que l'argent ne doit pas être le déterminant, n'est-ce pas, du vote. Et nul n'a la machine, un appareil pour contrôler, pour vérifier ce que dépense un parti politique. Vous voyez, dire qu'on va... Ailleurs, ça se contrôle. Hein. Ailleurs, ça se contrôle. Oui, mais ça se contrôle. Les comptes de campagne sont tenus. Ce contrôle demain n'est pas la veille. Hein.
Ah bon? Demain n'est pas la veille. Parce que vous avez une expertise de fraude. Oui, mais demain n'est pas la veille. Ça là, oublions. Je dis, rééduquons simplement le peuple. Et comment on réduit un peuple qui est habitué à prendre les billets de banque? Comment ça se fait ça? Nous sommes en train de faire ce travail déjà, c'est l'exercice que nous faisons ici, parce que vous venez de le dire. Mais ça fait des années qu'on fait ça. Pourtant, le peuple continue de prendre. Le peuple auquel vous croyez, le peuple au nom duquel vous parlez, le peuple là continue de prendre de l'argent tous les jours. La répétition est l'efficacité, détermine l'efficacité de la pédagogie. Les grosses mobilisations qu'on fait partout et qu'on montre à la télé, sur les réseaux sociaux, vous croyez que ça se fait à base de quoi? À base de distribution de billets de banque. Tout le monde le sait. Alors, vous dites qu'on en parle, on réduit, qu'on parle de ça à la radio et le peuple va changer. Vous pensez que ce peuple-là est encore perméable à ce qu'on dit? Le peuple, une bonne partie du peuple est en train de comprendre. C'est pour ça que je vous dis, attendons le 28 février pour voir si le peuple a atteint une maturité dans ce sens-là. Et comme la perfection n'est pas de ce monde, nous pensons que nous allons toujours continuer à faire ce travail d'éducation du peuple. Ça va venir. Et ça peut ne pas être demain. Demain peut ne pas être la veille, mais ça va venir. Espérons. Le grand rendez-vous. Zachary Syriac Goudali, selon certains jeunes qui font la promotion de votre candidature, la probité dans la gestion des affaires publiques serait votre credo. C'est un secret de polichinelle que d'affirmer que notre pays a de sérieux soucis en matière de gestion efficiente des ressources publiques. Les scandales s'enchaînent ou se sont enchaînés ces 10 dernières années pendant que les prédateurs sont célébrés, sont promus, sont montrés à la télé comme des exemples de réussite sociale. Alors, des milliards sont distraits et personne n'est responsable. Quelle est la thérapie que vous préconisez pour guérir le pays de cette maladie? La thérapie que nous préconisons, d'abord, prend sa source dans notre détermination à voir les prédateurs de notre économie, même par le passé, venir rendre gorge. Et dès que nous n'aurons pas fait ça, nous n'aurons rien fait. Parce que simplement, comme je vous l'ai dit, que nous étions mal partis. Notre démocratie, nous étions mal partis. Et ça a commencé depuis l'avènement de notre démocratie. C'est pour ça que j'ai fait référence à la transition. Et si le président, le premier président de l'ère démocratique avait vraiment fait ce qu'il avait promis à la conférence nationale, je vous jure, la corruption telle que nous la vivons aujourd'hui aurait déjà eu du mal à vivre, à continuer à vivre dans notre pays. C'est parce que simplement, les gens volent, on leur fait encore des promotions. Les gens sont corrompus, on leur fait encore des promotions. Et bien, alors, quand la personne a volé 1000 francs, et vous lui faites, au lieu de le sanctionner, de lui faire rendre gorge, de faire souffrir ses biens qu'il a sous le soleil, n'est-ce pas? Vous lui faites encore une promotion. Alors là, vous l'avez caressé dans le sang des poils. C'est un encouragement à continuer. Mais c'est un encouragement à continuer. Et de la façon la plus belle. Si bien que chacun excelle à qui mieux dans la corruption. Eh bien, nous disons à notre arrivée, tous ceux qui ont trempé d'une manière ou d'une autre dans les cas de malversation financière dans ce pays, ils viendront répondre. Donc vous allez organiser des audits. Ça c'est clair et net. Les audits qu'on organise, donc personne ne voit les résultats. Non, nous disons, c'est justement parce que personne ne voit les résultats que nous disons qu'à notre arrivée, nous allons faire ça. Et c'est justement parce que personne ne publie les résultats que ça a continué depuis. Vous avez publié les résultats, vous vous engagez? Non seulement publier les résultats, mais tous ceux, je dis bien, on va faire en gorge à tous ceux qui ont trempé. Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de candidats qui n'aspirent pas à faire ce que vous dites là? Il y en a qui disent, la gestion de Bonilla sur les 10 dernières années, tous ces scandales, nous n'allons inquiéter personne. Bon. Il y en a qui le pensent. Au nom de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Vous ne pensez pas qu'on devrait faire ça, vous? Au nom d'une cohésion sociale, on va laisser... Attendez, si aujourd'hui, nous vivons la situation que nous vivons aujourd'hui, que tout le monde dénonce, et on en est arrivé jusqu'à 34, 36 candidats, c'est parce qu'on a laissé toujours ces malversations-là en bas, et on essaye d'asperger ça d'une couche de sable, alors que c'est en bas. Oui, mais est-ce que le risque n'est pas là que si vous devez vous employer à faire rendre gorge, comme vous dites, vous allez passer 5 ans à faire la justice, 5 ans de justice et 5 ans à ne rien faire d'autre? Comme je vous l'ai dit, je crois que quand nous allons commencer, nous n'allons plus enregistrer de corruption au cours de notre règne. Mais la masse qui est là n'est pas si petite aussi. Oh non, mais comment les dossiers sont là.
Simplement, les dossiers sont là. Vous savez qu'en matière de changement de comportements sociaux, c'est un travail de longue haleine. Vous pensez que en un tour de baguette magique, vous allez changer tous les prédateurs les Béninois qui siphonnent les ressources publiques. Tous les Béninois, en tout cas, la majorité des Béninois aujourd'hui restent unanimes sur le fait que la corruption doit être combattue juste dans son dernier retranchement. Et cela ne peut être efficace, cela ne peut être réaliste et réel que si vraiment on amenait ceux qui l'ont fait avant à répondre ce qu'ils ont à répondre forcément. Tant qu'on ne va pas faire ça là, alors là c'est comme si nous faisions la politique de l'autruche. Non, on ne va pas continuer sur cette lancée. Et c'est justement parce que à aucun moment ça n'a été fait depuis l'avènement du renouveau démocratique qu'aujourd'hui j'emprunte toujours cette phrase là lorsque on dit que aujourd'hui la corruption ça se fait, ça ne se fait plus avec qui est. Vous convenez avec nous? Elle appelle les mécaniques maintenant. C'est à l'appel mécanique. Ah bon, vraiment, vous avez trouvé le mot. C'est à l'appel mécanique. Non, c'est pas moi. Imaginez bien. Je prends un petit scandale. Prenez le Maria Grita, là qui est à côté. Quand on va vous ouvrir ce dossier, si vous ne savez pas faire, vous risquez. Si vous ouvrez les yeux pour regarder, vous risquez de devenir aveugle. Ah oui. Je vous jure tout. Et c'est là, on a caché. On a voulu faire du replâtrage. On est en train de tout faire pour que le replâtrage ait lieu. C'est un vrai scandale là. Vous savez que c'est des 4 Béninois qui ont été signés. C'est des 4 Béninois qui ont signé ce dossier. Oui, et aujourd'hui, on ne va pas importer. Et aujourd'hui, on vient nous dire que personne n'a signé ça comme ça. Que c'est l'entrepreneur qui... Non, je dis. Et le papier s'est signé lui-même sans doute. Voilà. Nous disons, à notre arrivée, on doit retrouver tout ça là. Et les gens viendront répondre. Très bien, Syria Goulali. Ce qui défraie régulièrement la chronique également, ce sont les concours jugés frauduleux dans l'administration des finances, à la douane, chez les magistrats, chez les forestiers. La fraude dans les concours relève désormais de l'ordinaire. Quelle est votre recette, vous, contre ce mal? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous continuez l'organisation des concours frauduleux, ces concours qu'on dénonce et personne ne dit rien? Nous allons vous étonner. Ah bon, comment ça? Nous allons vous étonner. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de corruption, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que les gens doivent rendre gorge, forcément. Et tant qu'on ne serait pas arrivé là, on n'aurait rien fait. On n'aurait rien fait. C'est comme si on prend les mains, on recommence. Eh bien, par rapport au concours, pour que plus jamais, on puisse répéter l'expression qui consiste à dire plus rien ne sera comme avant, il va falloir forcément que nous passions à la loupe tous les concours organisés ces 5 dernières années. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, il y aura toujours les mêmes faits vont produire les mêmes effets. Mais vous risquez de retirer tous les concours? Nous vous disons qui se sent morveux et qui se mouche. Mais on ne saurait construire un pays sur de l'injustice. Attendez, pourquoi est-ce qu'il y a chômage aujourd'hui? Parce que vous avez abordé ce sujet. Il y a chômage simplement parce que ceux qui doivent travailler sont à la maison et ceux qui ne doivent pas travailler font semblant de travailler. Parce qu'ils ne se connaissent même pas. On les a engagés. Peut-être même il y a des gens qu'on a engagés mais dans la force publique contre les grilles. Parce qu'on veut en faire du clientélisme politique. Vous convenez avec moi? Donc, quand c'est comme ça, ne vous attendez pas à voir le pays bien marcher. Il y aura toujours des problèmes. Et je vous dis, tant qu'on n'aura pas rétabli la justice, il y a toujours problème. Le dernier concours de la douane, qu'est-ce que vous en faites? Mais là, ça me fait barrer. Ah bon, pourquoi? Et quand vous voyez les douaniers, même aujourd'hui, en train de crier à la fraude, vous croyez que ceux qui crient, il y a même parmi ceux qui crient à la fraude aujourd'hui, qui ne sont pas arrivés là s'il n'y avait pas la fraude. Vous convenez avec moi? Ils sont rattrapés aujourd'hui par une politique qu'ils ont entretenue, qu'ils ont pratiquée eux-mêmes. C'est parce qu'aujourd'hui, ils sont dépassés. C'est pour cela que si nous n'arrêtons pas la dérive dans notre pays, un jour viendra où ça va être la catastrophe dans le pays. Est-ce que ce concours, vous l'annulez, oui ou non, comme certains le réclament? C'est ça. Je crois que le concours même porte les germes de son annulation en son sein. Donc, Zakari Goudali, président, le concours de la douane sera annulé. De la plus belle manière. Très bien. Alors, on fait le lien rapidement entre les concours jugés frauduleux et l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes est l'un des plus gros enjeux de cette élection. Je vous en prie, je voudrais revenir sur l'aspect des concours frauduleux. Vous convenez avec nous que on dit bien
pour ce concours, pour des concours organisés récemment là, des gens qui ont fait la mécanique, qui ont fait admis à un concours d'inspecteur des impôts. Vous n'êtes pas sans le savoir, vous l'avez appris. Mais les faits sont là, ils sont têtus. Alors nous continuons comme ça. C'est tout ce qui fait de notre administration aujourd'hui une administration pas du tout performante, parce que c'est des gens qui n'ont pas qualité, qui sont engagés. Ils n'ont pas qualité. Et lorsqu'ils vont même dans les écoles de formation, pour qu'on les forme pour qu'on leur donne des formations professionnelles, ceux qui les forment ont de la peine à les former, mais on donne des institutions là, il faut tout faire pour qu'ils aient le parchemin. Eh bien, quand c'est comme ça, mais que voulez-vous de notre administration? Lorsque vous êtes dans une administration aujourd'hui, c'est à vous de dire au commis qui est là ce qu'il va faire encore. C'est à vous, l'usager. C'est à vous de lui dire, faites comme si, exprès vous le lui dites. Vous n'êtes pas que sans savoir que quand un pays évolue comme ça là, du jour au lendemain, ça va être la catastrophe. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on ait le courage de dire non, sinon nous allons tous périr. Si nous refusons de faire la justice comme cela se doit, le jour viendra, nous allons tous périr. Alors, et pour ne pas périr, il nous revient, n'est-ce pas, de prendre notre courage à deux mains, de comprendre que ça peut être ton frère, ça peut être ton cousin, ça peut être ton fils. S'il est dedans, tu règles. Alors, Zakari Goudali, l'autre risque de catastrophe, pour emprunter votre mot, c'est le chantier de l'emploi des jeunes, qui est d'ailleurs l'un des plus gros enjeux de cette élection. Tous les candidats parlent d'emploi des jeunes, d'emploi des jeunes. Le régime en fin de mandat soutient avoir impacté par divers moyens environ 1 500 000 jeunes. L'Alliance ABT propose 500 000 emplois par an sur le prochain quinquennat. Et vous proposez quoi concrètement? Non, justement, vous savez, c'est pour ça que nous disons que nous sommes plus proches, n'est-ce pas, du peuple. Nous savons ce que vit ce peuple-là. Et quand nous faisons référence à ce peuple-là, ce n'est pas pour rien du tout. Le nombre d'emplois créés ne se décrète pas. Ah bon? Oui, ça ne se décrète pas. On peut faire des projections quand même. Ben, projection, mais moi, je peux me lever pour dire que je vais créer 10 000 emplois. Et sur la foi de quoi direz-vous ça? Les autres, voilà, avant d'affirmer, de donner leurs chiffres, ils ont fait des calculs. Je m'en vais vous dire que, mais on a entendu des gens dire ici qu'ils vont payer ICC, non? Mais ils vont faire la magie. ICC, c'est l'État qui a payé l'argent. Ils ont dit comment ils vont payer. Individus, des groupes d'individus, des groupes de malfrats, à la limite des criminels se sont réunis pour voler le peuple. On ne dit rien. Ils sont pénals là, et en prison. On les nourrit même peut-être aux frères de la princesse. Quoi? Qu'est-ce qu'on aurait dû leur couper la tête, à votre avis? Ah mais dis donc, écoutez, il y a les moyens quand même pour faire payer cela. C'est quoi les moyens? En tout cas, quand nous serons là, nous avons les moyens. Quand nous serons là, nous avons les moyens. Et l'État, c'est pas l'État qui a pris l'argent, c'est pas avec l'argent du contribuable qu'on va rembourser. Ça, c'est... Oui, ça, c'est votre avis, parce que ceux qui ont proposé ça, ils ont dit le mécanisme par lequel ils vont rembourser. Dans ce pays, mais là, dans ce pays, par rapport à ces services, vous proposez quoi? Dans ce pays, des gens ont proposé 20 000 emplois. Dans ce pays, des gens ont proposé qu'on arrête de les nourrir. Dans ce pays. En passant, on les nourrit aux frères de la République. Donc, voilà encore. On les contraint à la diète et puis on leur coupe la tête, par exemple. Les souliers seront remboursés de cette manière-là. En tout cas, je dis, dans ce pays, des gens ont proposé 20 000 emplois par an. Vous les avez eus? Vous ne les avez pas eus. Tout simplement parce que la vraie politique n'a pas été menée. Je dis bien, à notre arrivée, pour régler le problème de l'emploi, je dis, la première chose à faire, c'est de faire l'état des lieux, des recrutements faits. Est-ce que ceux qui sont là aujourd'hui, écoutez, quand on dit que quelqu'un est, on ne saurait mettre, vous me suivez bien, on ne saurait demander à un infirmier d'aller s'installer à la place d'une sage-femme. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez bien? Oui, allez-y. On ne saurait demander, lorsque l'infirmier est allé occuper la place de la sage-femme, faisons en sorte que la sage-femme puisse vraiment occuper la place qui, normalement, lui revient. Parce que ce n'est pas l'infirmier qui va accoucher la femme. Mais voilà que, dans notre état, on met l'infirmier à la place de la sage-femme parce que l'infirmier est un parent, parce que l'infirmier est un cousin, parce que l'infirmier est un client politique. Je dis, nous devons faire l'état des lieux et remettre les choses à leur place d'abord, avant de savoir qui sont ceux qui sont vraiment des chômeurs. Et dès que nous aurons fini de faire l'état des lieux, on saura le nombre de chômeurs que nous avons à peu près. Et on va commencer. Et nous n'allons pas le faire sans mettre l'accent sur la qualité des ressources humaines dont nous disposons. Je dis, nos
Nos hommes aujourd'hui au Bénin, les ressources humaines d'aujourd'hui au Bénin sont en train de perdre la main du simple fait, n'est-ce pas, du chômage. Nous devons procéder à leur mise à niveau, à leur recyclage, et pourquoi pas même mettre l'accent sur leur formation. Et ça doit partir d'abord déjà de l'enseignement. Lorsqu'on sait que la principale compétence qui est là est un fourre-tout, qui ne permet à un enfant, qui ne permet pas à un enfant forcément d'être ce que naguère étaient nos aînés, et que nous-mêmes, nous sommes. Vous convenez avec nous qu'on ne saurait prétendre avoir quelque chose de potable de ces ressources humaines-là. Donc nous allons mettre l'accent sur la formation des ressources humaines. Et une fois que nous aurons fait, vous savez qu'aujourd'hui, les grands pays industriels veulent procéder au transfert de la technologie. Ils le veulent bien. Ils veulent découvrir d'autres pôles de production de richesses. Ils veulent bien venir s'installer. Il y en a qui veulent bien venir installer leurs usines chez nous, ici au Bénin. Quand on sait que le Nigeria est un gros marché à côté de notre pays. Et que là-bas, l'insécurité les oblige à ne pas affluer vers le Nigeria. Et que le Bénin constitue un pôle, une porte d'ouverture sur le Nigeria. Donc nous devons en sorte que ces grands industriels puissent procéder au transfert de technologie. Mais ils ne vont pas le faire et nous n'allons pas prétendre donner du travail aux nôtres que lorsque nous aurons vraiment mis l'accent sur leur formation, la qualité de ressources humaines que vont représenter nos hommes. Ça, forcément. Et nous n'allons pas le faire. Dire qu'on va créer 10 000 emplois, 20 000 emplois, 1 million d'emplois, ça ne veut rien dire si les gens ne sont pas formés. Moi, je vous donne un exemple. J'ai voulu faire venir une usine ici pour fabriquer certaines choses. Je ne veux pas dévoiler le secret. Pourquoi? Mais qu'est-ce que mon partenaire m'a dit? Mon partenaire me dit, je le veux bien, mon frère, mais vous n'avez pas la main d'œuvre. Je dis, et il sera obligé d'aller chercher la main d'œuvre au Ghana et autres, où il y a de ces usines-là déjà. J'ai dit, mais c'est pas la peine. Si les miens, mes frères, mes soeurs, ne peuvent pas trouver du travail dans cette usine, alors là, je n'aurais rien fait. Donc, c'est pas la peine. J'ai laissé. Donc, nous disons, mais la qualité, la formation des hommes, ça relève d'une politique de l'État. Ça relève d'une politique de l'État. Et quand vous savez qu'aujourd'hui, des universités sont créées un peu partout, et n'offrent pas vraiment le cadre adéquat de formation en matière, n'est-ce pas, de pratique, et qu'on se ternit simplement sur des formations théoriques, mais n'allez pas penser que forcément du jour au lendemain nous allons faire venir, n'est-ce pas, des usines ici et voir les Béninois véritablement être engagés dans ces usines, alors que c'est à cause des Béninois que nous aurons posé des actes du genre, des actes positifs du genre. Donc on ne saurait vraiment donner du travail à un peuple qu'on n'a pas formé. Nous devons mettre l'accent sur la forme. D'abord, on donne le voilà. Après. C'est ça la politique. Le grand rendez-vous. Alors, Syria Gourali, la distribution des cartes d'électeurs a toujours du plomb dans l'aile. 21 jours du scrutin, j'allais dire, il a annoncé une certaine départementalisation de la distribution. Et le président du COSLEPI a rencontré des candidats ou leurs représentants au cours de la semaine. Y étiez-vous et que pensiez-vous de tous ces bégaiements? Non, justement, dès que la nouvelle nous était parvenue d'abord, nous avions tout de suite crié au scandale parce qu'on ne saurait imaginer que dans un même pays, on puisse commencer par distribuer des cartes qui doivent servir au même travail, le même jour, à la même heure, qu'on puisse commencer par distribuer dans une zone et ne pas distribuer dans une autre. Mais ce n'est pas une méthode de travail pour être plus efficace? Non, aucune efficacité. Comment ça? Aucune efficacité. Ça, aucune efficacité. Juste faire exprès de façon à pousser la chose jusqu'à finir par nous mettre devant le fait accompli, nous dire oui, bon, on n'a pas fini, on va distribuer les cartes le jour du scrutin et balancer des cartes d'une zone à une autre. Et c'est ainsi que des zones qui sont censées ne pas être les leurs seront défavorisées. C'est exprès. Je ne vous apprends rien. Comprendra et qui voudra ce que je dis. Parce qu'on ne peut pas. Pourquoi on n'a pas commencé par Cotonou? Pourquoi on n'a pas commencé par Cotonou? Oui, ben on viendra à Cotonou, ils ont annoncé nous un disons, calendrier. on commence partout au même moment. Ça, c'est la forme normale. C'est l'ordre normal. Et c'est ce qui est à recommander. Ça, c'est bien. Mais ce que vous dites là, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait, puisqu'on a parlé du Bogo Alibori qui devrait avoir. Mais c'est ce que je vous dis. Je dis que ça, c'est une anomalie. Est-ce que ce n'est pas des signes avant-coureurs d'une fraude qui s'organise à défaut de pouvoir organiser la fraude le même jour? On anticipe sur la fraude. Mais pourquoi voyez-vous la fraude partout?
on peut prendre des initiatives pour écoutez, avoir plus d'efficacité. Écoutez, lorsque l'initiative est bancale, lorsque l'initiative est inopportune, lorsque l'initiative est archaïque et dénudée de tout fondement juridique et judicieuse. Vous ne pouvez pas dire ça puisque vous n'étiez même pas à la rencontre avec le président du Côte-Lépi qui expliquait les choses aux candidats. Il a donné les arguments, les raisons pour lesquelles ils ont procédé de cette façon. Ces arguments ne veulent rien dire. Nous sommes formels. Et nous, en candidat, même quand on est en voyage, on s'appelle, on discute, on se passe des comportements à adopter face à des situations données. Ah bon, donc il y a un syndicat des candidats, vous voulez dire? Pas forcément syndicat, mais nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes c'est là le génie créateur du Béninois. Nous sommes candidats, mais nous ne sommes pas. Donc les candidats se concertent entre eux. Oui, définissent même des marches à suivre. On échange, on s'appelle, on échange. Vous savez, c'est ça. Là, vous dites quelque chose qu'on ne savait pas. Et ça, c'est le fair play. C'est le fair play. Les candidats d'aujourd'hui ont compris que nous ne sommes pas en guerre, puisque nous prenons tous la même chose. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas alors s'entendre? Pas forcément pour... Vous entendez tous, mais qui vient alors frauder? Non, mais je vous dis, vous savez déjà ce que j'ai dit. Et vous m'amenez sur un terrain. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit comprendra et qui voudra. Alors, les auditeurs m'ont déjà compris. Vous avez dit comprendra qui peut. Bon, enfin, ça c'est les affaires de couvent. Alors, nous allons, alors que nous acheminons progressivement vers la fin de cette émission, demander à Vigile, qui a reçu les questions de nos auditeurs sur le groupe WhatsApp 64 44 04 24, de nous livrer un peu sa moisson, Vigile. J'ai envie de dire à M. Goudali que le peuple lui parle à travers WhatsApp, donc à une partie du peuple. Eloge Konsoro dit, je voudrais demander à votre invité si tous ceux qui sont candidats aujourd'hui, il n'a pas vu un seul qui porte les mêmes valeurs que lui pour se rallier à lui pour éviter ce pléthore observé, dit-il. C'est une question de Eloge, c'est aussi la même question reprise par Serge sous une autre forme. Ouais. Pourquoi ne pas se rallier à quelqu'un d'autre pour éviter ce la pléthore de je voudrais aussi entendre dire, sinon je voudrais compléter la phrase, la question pour dire, et pourquoi ne pas demander alors aux autres de se rallier à nous. Les deux sont possibles. Ils sont valables. Mais non, on n'obtient aucun ralliement sans y travailler. Est-ce que vous travaillez? Mais je vous ai dit tout à l'heure que nous, entre candidats, on s'appelle, on échange. Donc il y a des ralliements qui sont possibles encore. Bon, il y a des gens qui vont vous rejoindre, c'est ça? C'est possible, ça peut ne pas être possible parce que chacun a mis une vision dans sa politique. Chacun sait ce qu'il a mis dans sa candidature. Eh bien, on ne saurait forcer la main à quelqu'un de se rallier. Le ralliement, ça ne se décrète pas. Vous convenez avec nous? Oui, mais quand il y a des convergences de vues, quand il y a des convergences d'action, de vision, dans les projets que vous avez élaborés, encore que tous les candidats, je ne crois pas savoir que tous les candidats aient des projets de société, certains l'ont clairement montré, d'autres ont défini, d'autres ont même donné des titres à leurs projets de candidats de société, mais certains n'en parlent jamais, ils n'ont pas de projet de société. Je crois que nous trouverons le moyen, Vigile, de faire défiler les candidats ici à travers des panels. Chacun viendra dire ce qu'il compte faire pour nous, notre projet de société a pour nous la dernière chance. Ah bon? Carrément. Oui, la dernière chance. Donc si on rate ça, on est fichu. Si nous ratons le coach cette année 2016, en tout cas, nous sommes là pour voir. Il nous rappelle d'élection en 2020. Il y en aura, mais on est perdu. On est perdu pour toujours. On est perdu. Si nous ratons ce tournant, carrément, si nous négocions mal le tournant de 2016, que ça soit écrit. L'auditeur qui n'a pas entendu ce que vous avez dit de la santé, vous n'en avez d'ailleurs pas parlé, veut savoir ce que vous faites du secteur de la santé. Ah d'accord, ok, du secteur de la santé. D'abord, je m'en vais vous prendre simplement un petit exemple. Est-ce que vous savez que le Bénin profond est déjà dans les enclaves de Cotonou ici, dans les périphéries de Cotonou? Est-ce que vous savez qu'il y a des dispensaires déjà dans les périphéries de Cotonou qui n'ont pas la lumière? Est-ce que le moment n'est pas venu pour que nous menions une politique devant nous permettre de mettre la lumière à disposition de ces centres de santé où la sage-femme doit accoucher la bonne dame la nuit, où il n'y a pas la lumière et elle est obligée d'allumer la lanterne ou bien son portable, et tout ça là, ça se passe déjà à moins de 50 km de Cotonou, qui est la capitale économique du Bénin. Oui, qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Nous comptons
à notre arrivée, d'abord, nous comptons mettre l'accent d'abord sur la formation, je vous l'ai dit, la formation même du personnel. Nous allons faire en sorte qu'il faut améliorer leurs capacités intellectuelles, leurs capacités à faire ce qu'ils doivent faire. Alors là, nous allons aussi mettre l'accent sur l'équipement du plateau technique. Vous savez que les médecins, les auxiliaires et tout ça là, ils avaient fait une grève, un mouvement en temps pour fustiger l'état de leur plateau technique. Nous allons tout faire pour que le plateau technique soit amélioré, à même de prodiguer les soins que ces centres de santé et hôpitaux sont appelés à prodiguer. Oui, mais au-delà de ça, il y a le défaut d'infrastructure. Vous savez qu'il y a dans ce pays des déserts médicaux, comme on le dit, des zones entières où il n'y a pas de médecins, où il n'y a pas de soins de qualité pour les populations. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Je crois que vous avez défoncé une porte ouverte. Ah, oui? Lorsque je parlais de la formation du personnel, allez-y comprendre quelque chose. C'est un tout, parce que le temps ne me permet pas de tout développer. Je vous donne un petit exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez même à l'école INEPS là, où on forme les infirmiers et sages-femmes aujourd'hui, l'inscription se fait sur fond de clientélisme politique. Est-ce que vous le savez? Bon. Au point où des enfants qui ont la qualité, qui ont des valeurs, qui ont le niveau, qui doivent normalement être inscrits là, ne sont pas inscrits, et c'est les enfants venus recommandés par des hommes politiques et autres qui sont inscrits là, et j'ai les preuves. J'ai des preuves tout de suite même. Donc ça vous dit quoi? Ça vous dire que la qualité des ressources humaines n'est pas ce que ça doit être. Nous devons mettre l'accent sur le mérite. Le mérite, l'excellence doit être cultivée dans notre pays. Et pour que désormais les choses cessent d'être gérées de cette façon-là. Donc il faut noter que lorsque vous mettez l'accent sur le désert et autres, l'absence et tout, non, il y aura une politique qui sera menée dans ce sens-là. On ne va plus agglutiner les gens dans un centre, tandis que d'autres centres en manquent. Nous allons faire en sorte qu'il y ait une répartition, un redéploiement normal de nos... Très bien, Vigile. Francis Faton, depuis Azor-Isser, demande ce que vous pensez de la candidature des deux hommes d'affaires. Peut-être sait-il pas que vous êtes aussi homme d'affaires, un homme d'affaires, oui. À la présidentielle. Mais les deux hommes d'affaires, ils sont béninois, bien sûr. Ils en ont le droit. On ne peut pas, c'est pas parce qu'on est homme d'affaires qu'on ne saurait se présenter à la candidature du genre dans son pays. Non, ils sont citoyens béninois et ils ont le droit de se présenter. Moi, je ne trouve pas d'objection. Est-ce que, comme Adrien Humbedji le disait, est-ce qu'il n'y a pas risque de catastrophe majeure quand on confie un pays à des hommes opérateurs économiques? C'est ce qu'il a dit, lui. Attendez, je m'en vais vous dire quelque chose. Quand on confie le pays à des opérateurs majeurs ou pas, mais qui est-ce qui a fait de ceux-là des opérateurs majeurs? Un. Et de deux, il faut comprendre que ce n'est pas eux seuls qui vont. Dès lors que nous disons que la gouvernance serait autrement, il ne faut pas s'attendre à voir ceux-là dirigés comme certains. Ils ne seront pas seuls maîtres à bord, c'est sûr, parce que la leçon a été sûre. Ils vont s'entourer forcément des valeurs. Comme vous allez le faire vous aussi, c'est ça? C'est ça. Vous êtes opérateur économique. C'est ça. On ne gouverne pas seul. On s'entoure des valeurs, des qualités, des spécialités, des gens capables de vous aider à appliquer votre politique, à bien gérer le pays. Donc, je ne trouve pas d'objection. Francis Faton, il demande si vous êtes de l'opposition de la mouvance. Je ne suis pas de la mouvance, vous le savez bien déjà. L'opposition, je ne saurais le dire, mais je ne suis pas de la mouvance. C'est ce que je sais d'abord. Mais dites qui vous êtes, comment vous ne saurez le dire? Vous êtes du côté de l'opposition ou du côté... Encore que maintenant c'est un vrai méli-mélo, on ne sait plus qui est qui dans cette affaire. Voilà, lorsque c'est comme ça, vous convenez avec nous que je ne saurais parler de l'opposition. Mais je sais quand même, je sais que je ne suis pas de l'opposition. Ça, il faut que ça soit clair. Je sais que je ne suis pas, de la mouvance. Ça, c'est clair, écrit noir sur blanc. Je ne suis pas de la mouvance. Eh bien, Gabriel Kato Atita de cette émission, eh bien, il dit vous entendre parler, on dirait que vous avez de la magie plutôt pour transformer le pays. Pouvez-vous nous dire deux axes principaux de votre projet de société? Je m'en vais vous dire ceci. Vous savez ce qui se passe par exemple à l'université d'Abou-Bakar aujourd'hui,
où il est presque interdit le droit, l'un des droits fondamentaux reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme, s'instruire, et qui, normalement, est non négociable à tout citoyen, est aujourd'hui en train d'être dénié aux enfants de pauvres. Est-ce que vous le savez? Ça, c'est un. À notre arrivée, on fera tout pour qu'il n'en soit plus ainsi. Nous allons mettre fin à cette pratique-là. Vous allez annuler ça? Non, ça c'est clair, il n'y a rien à faire. Tous les enfants béninois auront le droit d'aller à l'université publique du Bénin où ils veulent. On ne va pas obliger les gens à aller là où on veut. On ne fera plus la République des professeurs d'université. Il faut que ça soit clair. Ça, c'est un pan de notre projet de société. Deuxièmement, vous êtes d'accord avec nous qu'aujourd'hui, simplement, notre système d'enseignement n'est pas adapté. C'est même inadéquat. C'est inadéquat. Nulle part on ne rencontre un tel système. Après pas compétence, ça, on l'a amené juste pour abattre le peuple, pour exterminer intellectuellement toute une génération. Eh bien, à notre arrivée, courageusement, on fera en sorte, de concert avec les institutions du pays, de concert avec les acteurs du monde de l'enseignement, et on fera tout pour mettre fin à ça. Mais sans être auditeur, je voudrais poser une autre question. Qu'est-ce que vous ferez de la justice? Parce qu'aujourd'hui, la justice se plaint de manque de moyens. Dans le même temps, les hommes politiques disent oui, voilà, la justice ne fait pas son travail, etc. Vous, quand vous serez président, qu'est-ce que vous ferez de tout ça? Non, vous le savez, quand la justice se plaint de manque de moyens, c'est clair. Et c'est justement parce que on a voulu museler cette justice-là, et puisque comme on n'a pas pu, on n'arrive pas à mettre tout ce dont elle a droit à sa disposition. Je crois qu'il y aura simplement le respect des tests. Les tests sont là. Et les tests qui recommandent à l'exécutif le comportement à adopter vis-à-vis de cette justice, ces tests seront respectés dans les formes normales, dans les formes requises. Je crois que c'est à défaut du respect des tests que nous en sommes arrivés à de pareilles déviances. Où aujourd'hui, eh bien écoutez, c'est pas la justice qui se plaint. La dernière fois, la RAC même a été amenée jusqu'à gréver. La RAC a grévé. Tout simplement parce que c'était bon. Ils ont leurs secrets. Ils ont leurs secrets. Les conseillers ont leurs secrets. Mais la RAC a grévé. Allez-y comprendre quelque chose. Ils ont des véhicules rutilants, tout va bien. Il n'y a plus de grève. Il n'y a plus de grève. Est-ce que vous savez pourquoi ils n'ont pas eu leur véhicule? Allez-y comprendre quelque chose. Gabriel Katoa Teta, pour finir avec lui, dit quelle est votre idéologie exacte? Notre idéologie, c'est la restauration de la démocratie. Dans sa forme normale. Telle que nous l'avons vécu au cours de la transition 90-91, full stop. Lui, il nous écrit de Lobogo dans le Mono, Basile Torso, dit quelles sont vos intentions par rapport au candidat Zinsou? Non mais je crois que nous avons entendu les gens le dire suffisamment. Il est candidat comme tout le monde. Il est candidat de la mouvance. Et c'est tout ce que je retiens. Certainement, il demandait si vous reprochez des choses à sa candidature comme certains candidats le font actuellement. Bon, des reproches, des voix qui vont défoncer l'ont déjà dit tout le temps, mais je ne saurais alors en rajouter. Est-ce qu'il est imaginable que si d'aventure vous devez renoncer à votre projet, que vous ralliez par exemple à Lionel Zissou, comme on en a vu juste là, d'autres le faire? Puisqu'ils ne sont pas encore là, on ne saurait anticiper. Dites-nous en quelques mots. Ça pourrait arriver. Je m'en vais vous dire, nous ne prenons pas les décisions seuls. Nous prenons nos décisions au sein de notre parti, au sein de notre mouvement. C'est des décisions collégiales. Donc toutes les options sont possibles avec vous, c'est ça? C'est wait and see. Allons d'abord aux élections et on verra. Basile Tossou, toujours, il demande comment vous allez faire pour rendre l'énergie disponible partout, si vous étiez élu. Je vais les renvoyer pour de plus amples informations à notre projet de société, mais je m'en vais déjà vous dire que à notre arrivée, nous allons d'abord faire en sorte que le cap soit maintenu sur l'exonération accordée à toute importation de consommables d'énergie photovoltaïque. Nous allons œuvrer à ce que les particuliers produisent de l'électricité et qu'ils puissent vendre, comme cela se fait dans des pays développés, qu'ils puissent vendre le surplus même à la société distributrice et qui pourra alors revendre ce surplus-là. Nous allons faire en sorte que les ménages puissent être encouragés à aller vers la consommation d'énergie solaire, énergie photovoltaïque, et ce qui permettra alors aux
aux grandes entreprises consommatrices d'énergie électrique de pouvoir alors en avoir suffisamment pour faire tourner leurs unités de production. Je crois que ne pas voir la solution sous cet angle-là tout de suite, en attendant bien sûr la construction à court terme de notre barrage électrique, du barrage électrique qui depuis la nuit des temps a été annoncé. Je vais nommer Adjarala qui pouvait nous permettre déjà de bénéficier de 20 à 25 mégawatts d'abord déjà d'électricité, et tout chose, ça fait partie d'une bonne indépendance sur le plan énergétique, et à moyen terme nous devons tout faire pour que Godo 2 de Ketou sur la vallée de l'Oubé soit chose réelle, soit effective. Les études sont déjà faites, mais nous devons tout faire pour que très rapidement on puisse commencer les travaux allant dans ce sens-là. Et pour rendre notre indépendance énergétique, comment je dirais, vraiment réelle et concrétisée dans notre pays. François Togbé depuis Porto-Novo, comment vous comptez rembourser l'argent de ICC Service une fois au pouvoir? Je l'ai déjà dit, l'argent de ICC Service, d'abord vous savez que le pouvoir qui est là actuellement, d'une manière ou d'une autre, fait semblant de ne plus en parler. À notre arrivée, on doit rouvrir correctement le dossier. Parce que le dossier semble être... beaucoup de choses semblent être escamotées là. Nous allons les sortir, les revoir, étape par étape, et savoir là où se trouve le problème. Puisque si on ne fait pas l'état des lieux, on doit faire l'état des lieux. Les fameux dossiers sont où? À quel niveau vous les avez déjà compilés quelque part? Vous allez rouvrir? Parce que... les dossiers sont là. Ne vous en faites pas. Ah, d'accord. Ne sont pas l'exécutif. Dès que nous serons là, nous allons y travailler sérieusement et situer les responsabilités. Et là, il y a même des fonds qui ont été déposés quelque part sur le compte du Trésor. On va vérifier tout ça là avant de penser maintenant à comment nous allons faire. Si on ne fait pas l'état des lieux, on ne va pas se jeter quand même là pour dire ça et on veut payer l'argent de ces services. Non, mais ça ne se passe pas comme ça dans un pays qui est responsable. Esther Assané demande comment vous pensez régler le problème du chômage si l'on ne définit pas les critères pour être appelé chômeur. Ah ben, là, elle a raison. J'avais reçu quelqu'un à qui j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, oui, qu'il est responsable des chômeurs, mais il ne sait pas pourquoi. Il ne maîtrise pas les critères. J'ai dit, pour être chômeur, d'abord, il faut avoir les qualificatifs, la qualité, son diplôme et la qualité pour vraiment exercer le métier. Il faut avoir cherché le métier, ne pas trouver avant de s'estimer chômeur. Si vous avez les diplômes, vous avez les qualificatifs et que vous n'avez pas cherché, vous ne pouvez pas vous considérer comme chômeur. Donc un chômeur, celui qui a le diplôme, le niveau, la qualité, et qui a cherché, qui n'a pas trouvé. Eh bien, dès que nous aurons fait cet état des lieux, et forcément, on saura qui fait quoi. Bonjour Soleil FM, que pense notre invité de sa propre candidature? Je veux dire, est-ce qu'il pense qu'il a une chance d'être élu dans cet environnement électoral? Et s'il perdait, quelles seraient ensuite ses actions? Guéné Ndoufine de Porto-Novo. Non, mais écoutez, on va aux élections, on gagne ou on perd. Nous sommes d'accord. On gagne ou on perd. Donc, tenons-nous tranquilles. Ce n'est qu'après l'élection qu'on pense à ce qu'il faut faire. Mais vous avez l'intention de gagner, finalement, ces élections. Et c'est cela justement. L'échec n'est pas à l'ordre du jour. Et vous n'allez pas demander à un candidat qui vous dira qu'il s'en va pour échouer. Ceux qui savent qu'ils vont échouer ont déjà jeté l'éponge. Ah oui. C'est cela. Oui, Virgile. Lui, il est revenu encore sur la candidature de Lionel Zinsou, Acordien Lossi, Max Bill, je pense que je lis bien, depuis Retour dans la commune d'Abo-Mekala. Il dit, j'aimerais demander au candidat si la candidature de Lionel Zinsou est bien séante, même si elle est légale. Je crois que sa candidature est bien portée par une partie, n'est-ce pas, de ce peuple-là. Donc nous saurions alors nous mettre à leur place. Mais tout ce que nous savons que Zinsou est béninois et il est candidat full stop. Maintenant le reste, le peuple, au peuple, n'est-ce pas, d'en juger. Achille Koumenassi et demande si vous pensez être sincère, pourquoi s'engager lorsqu'on sait qu'on ne gagnerait pas? Eh bien, ça va être d'ailleurs. Oui, allez-y. Non, je disais alors que personne ne pouvait s'engager et penser qu'il allait perdre. Tous ceux qui se sont engagés et qui sont restés savent qu'ils vont gagner. Très bien. Alors, Syria Goudali, on retient de votre passage que vous serez candidat jusqu'au 28 février et que vous n'allez pas
rallier à un autre candidat, que quand vous serez président, vous commanditerez un audit pour faire rendre gorge, que quand vous serez président, vous allez renforcer le capital humain dans tous les secteurs, que quand vous serez président, les concours à la douane seront annulés sans formalité, que quand vous serez président, le mérite sera, la compétence aura du mérite, et quand vous serez président, les tests de la République seront respectés. Ben oui, ce sera là la façon de conclure cette émission. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce 109e numéro du Grand Rendez-vous. Syriac Zakari Goudali, merci d'être venu éclairer de votre opinion l'actualité du moment et d'avoir levé un compte de voile sur ce que vous comptez faire pour le pays. Georges Ponou était aux manettes pour la réalisation technique de cette émission. Vigile avancé Wilfried Adou, nous vous remercions de votre fidélité. Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour dimanche prochain, où nous comptons bien retrouver plusieurs représentants de candidats ou des candidats ici pour venir nous dire des candidats de préférence. Des candidats de préférence pour venir nous dire de façon claire ce qu'ils comptent faire pour ce pays. Merci beaucoup de votre attention et à dimanche prochain. Le Grand Rendez-vous.